Allô? Oui, Je soulève avec vous. oui, oui. Voilà. Oui, je suis juste le... Oui, M2IT, promotion 8. Voilà. Oui, 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 tout à fait. Merci. Donc, votre encadreur, il est en ligne? Monsieur Abdelkader, je l'avais envoyé l'invitation, mais il me semblait qu'il avait un cours cet après-midi. D'accord, très bien. Donc, si le timing le permettait, il allait se libérer pour venir participer. Sinon, merci. J'espère que vous arrivez à voir ma... Oui, on voit l'écran partagé. Ok, merci. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président et chers honorables membres du jury. Avant de commencer, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers les membres du jury pour m'avoir accordé cette occasion, opportunité de partager en tout cas le fruit de mon travail. Je m'appelle Suleiman Ousmane et je suis, comme indiqué, étudiant au Master de CITIC à l'UGB promotion 8. Et dans le cadre de ces projets, j'ai été encadré par M. Abdelkader Gueye, qui est ingénieur informaticien au niveau du centre de calcul Ousmane Sec de l'UGB. Alors, ma présentation, mon projet porte sur la conception et le développement d'une application multiplateforme basée sur une architecture orientée microservices. J'ai pris le cas de refactorisation d'une application déjà existante de gestion de transfert d'intrants multidimensionnels en situation d'urgence humanitaire, une application que j'avais déjà développée il y a quelques années de cela et qui est actuellement utilisée par l'organisation. Alors, juste pour donner un aperçu du contexte du projet, comme vous le savez, une bonne nutrition est fondamentale pour la survie et le développement d'un enfant. Et selon l'UNICEF, l'organisation à laquelle j'appartiens, près d'un enfant sur 3 dans le monde souffre de malnutrition, ce qui l'empêche de grandir normalement avec tout son potentiel. Donc mon projet s'inscrit vraiment en droite ligne dans la contribution à l'amélioration des conditions de vie des enfants en général, les plus faibles en particulier. Alors la présentation va s'articuler autour de ce plan. Il y aura une brève introduction, quelques défis et solutions qui ont conduit à l'adoption de cette approche de microservice, les objectifs du projet, la méthodologie utilisée, les concepts généraux, donner quelques descriptifs de l'architecture et les résultats obtenus suivis des conclusions et perspectives. En fait, il faut noter que le Niger qui a servi de cadre au développement de la première application est un pays en perpétuelle crise nutritionnelle. Donc, et naturellement, dans le cadre de la prise en charge de ces différentes crises, le pays avait mis en place en 2005 ce qu'on appelle PCMA, un programme de prise en charge intégrée de la malnutrition. L'idée de ce programme, c'est de pouvoir mettre à la disposition du système de santé des équipements, des compétences, des ressources et tout ce qui est nécessaire pour prendre en charge, par exemple, la malnutrition à tous les niveaux, du niveau stratégique au niveau communautaire. Et pour faciliter le suivi de la mise à disposition des intrants nutritionnels au niveau de ces différents centres de santé qui étaient appuyés, l'UNICEF a créé le système Tracking qui permet de surveiller et tracer les différents intrants que nous envoyons en partenaire de mise en œuvre. Sauf que avec le temps, beaucoup de pays se sont rendus compte qu'ils étaient dans la même dynamique et avaient le même besoin de disposer d'une application similaire, ce qui nous a amené régulièrement à faire des modifications sur le code de base afin de pouvoir l'implémenter dans les autres pays. Et naturellement, cela a beaucoup joué en la défaveur du système parce qu'après, on n'arrivait plus à trouver des mécanismes pour déployer correctement le code. Il faut dire que l'application était une application de base monolithique, donc les mécanismes de développement étaient assez rustiques dans le temps. Pour le temps, il fallait trouver une bonne stratégie pour déployer efficacement l'application. Alors, notre projet, c'est de trouver une bonne stratégie sur comment déployer efficacement Tracking dans des environnements diversifiés tout en conservant une uniformité et en facilitant la maintenance du code. Les défis rencontrés, particulièrement 2 points essentiels, c'est que l'application était beaucoup utilisée offline également. En plus de passer par le protocole Internet pour tout ce qui est transmission de données,
on utilisait également les services SMS pour interagir avec l'application, particulièrement pour les centres de santé qui étaient dans des zones locales reculées, qui n'avaient pas accès au réseau Internet. Et bien entendu, le risque de divergence dans la base de code à chaque déploiement, et bien sûr l'exigence évolutive face à des environnements diversifiés. Et la solution de mise que nous avons proposée, c'est d'adopter une architecture de microservices pour une question de flexibilité, de scalabilité, et naturellement l'utilisation des technologies comme Spring Boot pour faciliter rapidement pour le développement rapide du code, Docker pour avoir une base de déploiement assez facile, et bien entendu des outils comme Keycloak qui permettent d'assurer et garantir une certaine sécurité, sachant qu'il y a plusieurs modèles à ce niveau, et bien sûr la possibilité de conception d'interfaces utilisateurs pour microservices en utilisant des frameworks modernes, ce qui était aussi un des objectifs secondaires de ces projets. Alors, les deux objectifs spécifiques, c'est pour nous élaborer une stratégie pour faciliter la refactorisation, le déploiement et l'intégration de tracking. Mais également, le plus important, c'est de mettre en place une méthode de déploiement efficace dans d'autres pays. Donc, c'était ça qui a servi de base. Et les principaux produits aussi attendus, c'était surtout la refactorisation réussie et testée de tracking. On a pris l'option d'aller sur un petit modèle sur certains domaines de tracking, voir dans quelle mesure on peut convertir certains de ces domaines en microservices, et bien entendu identifier un modèle de déploiement, le tester et voir dans quelle mesure on peut passer à l'échelle. La méthodologie, bien entendu, c'est d'analyser la structure actuelle de la base de données Trackit, c'est ce que nous avons fait. Identifier les domaines pouvant être convertis en microservices, ça a également été fait. Utiliser une approche de développement et de déploiement qui va nous servir de modèle pour la refactorisation, sachant que c'est surtout là où, comme je l'avais indiqué tantôt, c'est là où on avait vraiment des sérieux problèmes. D'un pays à un autre, on n'a pas la même, par exemple, structure géographique, par exemple, du fait que quand on travaille dans un pays comme la RDC, les levels géographiques, les niveaux géographiques étaient complètement différents de certains pays, par exemple de l'Afrique de l'Ouest. Donc, du coup, il fallait adopter et trouver une stratégie en trois communs. Et bien sûr, identifier les prochaines étapes pour la refactorisation complète de tracking. Alors, entre autres services, concepts généraux que nous avons analysés et examinés, où on a dû s'efformer pour avoir une meilleure connaissance, et surtout les services web à travers les SOA, les microservices, la question de virtualisation avec un focus sur Docker, la question de versionning avec un focus sur GitHub, et bien sûr les méthodes de décomposition d'une application monolithique à microservices. Et dans ces contextes, on s'était beaucoup focalisé sur le domaine driven design, juste pour avoir une idée de comment passer d'une application monolithique à microservices plus structurés et plus rapides. Alors, les slides qui vont suivre nous donnent à peu près une description des différentes architectures avant et après le processus. Là, c'est la structure de la base de données Trackit initiale qui a été développée au tout début du projet et qui est actuellement fonctionnelle dans nos systèmes. Et comme vous le voyez, les tables étaient agrégées, sachant qu'il y avait d'autres tables qui étaient hors système, qui étaient plus liées à nos outils de gestion interne basés sur SAP et d'autres bases de données, par exemple, qui peuvent à un moment ou à un autre fournir des données sous format soit Excel ou à travers des API disponibles déjà au sein du bureau. Donc l'idée, c'est de trouver le moyen de convertir ces modèles monolithiques en quelque chose de plus organisé. Et pour ce faire, on a dû analyser au niveau des différents acteurs qui interviennent dans le système les besoins spécifiques et voir dans quelle mesure on peut les convertir en domaine fonctionnel pour convertir en microservices. Naturellement, c'était d'abord au niveau des points de service. On appelle points de service tous ceux qui, par exemple, écoles, centres de santé et autres. Et on avait cette nécessité d'avoir un mécanisme de gestion de requêtes où les points de service peuvent demander, par exemple, la mise à disposition d'un train et pouvoir utiliser ces entrants à faire la prise en charge des enfants, par exemple. La transmission des rapports de stock pour avoir une idée du niveau de stock à tout moment. Et bien entendu, la situation des indicateurs qui étaient
suivis dans le système de santé, par exemple. Bien entendu, on avait ce qu'on appelle les partenaires de mise en œuvre. C'est des niveaux plus élevés. Et ce sont ces partenaires de mise en œuvre qui gèrent les points de service. Et donc, ils peuvent agréger les requêtes des points de service. Donc, quand les points de service envoient leurs requêtes, c'est au niveau des partenaires qui s'est regroupé avant que ça n'aille à l'UNICEF pour être mis à la disposition des différents acteurs. Et naturellement, il y avait une base de données centrale. Par exemple, les requêtes peuvent s'effectuer par SMS pour les points de service et ça peut être aussi via une interface web pour les différents partenaires de mise en œuvre. Donc voilà comment le système était initialement architecturé. Après, la nouvelle architecture qu'on avait proposée, c'était d'avoir cette approche microservice, en lien des microservices pour les différents domaines que nous avons utilisés, plus des microservices supplémentaires comme l'authentification, qui est différente, indépendante du système actuel, et bien entendu les microservices core où on a des informations qui viennent d'autres systèmes internes à l'organisation, que nous pouvons appeler à tout moment pour alimenter certaines tables, certains champs dans le sens de faciliter le travail. Et tout cela en essayant de mettre le code actif sur GitHub et aussi en créant des images prêtes à l'emploi directement déployées dans Docker. Donc tout ceci a été fait et nous allons voir plus tard dans la démonstration comment les choses se sont effectuées. Alors la structure de microservices après le regroupement par domaine nous a permis d'avoir à peu près 5 microservices. Le microservice qui agrège par exemple la liste des transporteurs. Ce sont des acteurs qui sont chargés de livrer les entrants sur contrat pour le compte de l'UNICEF, en tout cas aux différents acteurs qui sont dans la zone d'intervention. On a des partenaires de mise en œuvre, on a des et on a bien entendu un microservice catalogue où les acteurs peuvent identifier les produits dont ils ont besoin. C'est un catalogue de plusieurs milliers de produits dans tous les domaines que l'UNICEF met à la disposition des partenaires. Et donc, ces codings, ces catalogues, les acteurs peuvent facilement envoyer leurs requêtes qui sont immédiatement prises en compte par le système. On avait le microservice, on a le microservice partenaire, on a le microservice point de service, on a les microservices transfert, ainsi de suite. Donc voilà à peu près l'architecture finale qui a permis d'avoir un modèle de refactorisation. Et bien sûr, ça c'est la structure finale de la base de données avec quelques champs, quelques tables bien précises, en tout cas qui nous donnent ce petit diagramme de classe qui donne aussi une idée de l'interaction des différentes tables qu'on peut naturellement retrouver dans les différents microservices associés. Les outils que nous avons utilisés, bon, il faut d'abord dire que c'est quelque chose qui a été fait avec Java. Pourquoi Java? Parce que nous avons trouvé la robustesse du système du langage. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur la qualité du Java. Mais du fait aussi qu'il y avait Spring Boot qui avait toute une série de fonctionnalités qui nous permettent d'aller vraiment vers l'action. C'était basé aussi sur la base de données MySQL, le système de gestion de base de données MySQL. Pas parce que c'est le meilleur système, mais parce que la base initiale était avec MySQL. Pour gagner du temps, on était parti sur ce schéma, sachant qu'avec Spring Boot, on peut passer d'une base de données à une autre. D'ailleurs, l'objectif qu'on vise, c'est de pouvoir tout transférer sur PostgreSQL, qui est aussi robuste, qui permet de faire de très bonnes choses. Les outils de développement qu'on avait utilisés, c'est IntelliJ IDEA et Microsoft Visual Studio Code. Et bien entendu, vous verrez que d'autres outils comme Keycloak ont été utilisés. On est passé par GitHub pour le versionning, Docker pour les images et pour les tests des différentes API qui ont été développées, c'était avec Postman. Alors, les principaux produits que nous avons identifiés, c'est juste pour vous donner un aperçu des liens où on a publié les images Docker. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Hein. Le temps est quasiment épuisé. Donc, vous avez 30 secondes pour répondre. Merci. Alors, donc, les images Docker et nous avons un repo GitHub qui permet également de disposer de différents outils. Peut-être en conclusion, la seule chose qu'on dit, c'est plutôt au niveau des l'idée, c'est de passer rapidement au développement d'interfaces conformément aux standards de l'organisation et bien entendu à mettre face sur la sécurisation des différents codes applicatifs. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. Donc, je vais donner la parole à Germain Ferry. Je vais commencer par Pastor Oumar Diop.
Merci. Merci, M. Souleymane, pour votre présentation qui est assez claire. Maintenant, je ne parle plus l'application. C'est dommage. C'est ça qu'on vous présenter. Essayez de raccourcir le temps par rapport aux outils, l'explication sur les outils et tout ça. Et surtout présenter l'application. Et c'est dommage parce qu'on ne voit pas concrètement ce que vous avez fait. N'empêche, vous dites qu'il y avait déjà un système qui existait, c'est bien ça? Voilà, c'est exactement ce que je suis en train d'afficher à l'écran. Je ne sais pas si c'est visible. Mais bon, il y avait un système qui existait. Et ce système, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Vous pouvez l'améliorer ou bien vous pouvez apporter quelques éléments de nouveau? Nous voulons l'améliorer dans le sens où on veut faciliter son intégration dans les applications du bureau. On a déjà un standard en termes de développement d'applications au niveau du bureau et l'objectif c'est de pouvoir créer ces liens faciles. Et pour naturellement créer le lien, c'est de pouvoir disposer des accès API qui peuvent par exemple s'échanger entre différents systèmes existants en interne. Ça c'est la première chose. Et le deuxième objectif aussi c'est de simplifier le processus de développement. En fait, l'idée c'était de quitter un peu l'approche PHP et aller vers des frameworks un peu plus légers, plus modernes, naturellement en assurant que le code est sécurisé en amont avec un back-end plus robuste et faciliter l'accès aux API à travers, par exemple, la... Et à l'état actuel, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à tout ce projet-là? On l'a perdu. Bon, il est. C'est mon réseau. Les autres, vous êtes toujours là? Bon, ça se plaît, là. Désolé, vraiment, ça va. Pas de problème. D'accord. J'ai dit, et qu'est-ce que vous avez, maintenant, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à tout votre objectif là? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Maintenant, ce que nous sommes arrivés à mettre en place, c'est d'abord de rendre accessible des images de différents microservices sur le Hub Docker et de mettre tout le code applicatif, les différents microservices sur GitHub pour faciliter le travail des équipes de développement front-end. Vu que l'objectif de ces projets, ce n'est pas de développer l'application de bout en bout, mais c'est de créer une base et pouvoir mettre une équipe en place pour faciliter maintenant le portage de ces différents microservices vers des interfaces. Là, actuellement, l'organisation nous sommes en train d'ouvrir une instance pour mettre voir comment on peut aller de l'avant pour l'exploitation. Ton réseau n'est pas très stable. Vous avez vu en quelques minutes, je vous ai fait dire ce que vous deviez nous dire en fait, ne pas s'attarder sur plein de choses. Je vous ai fait dire ce qu'on voulait entendre, qu'est-ce que vous avez appliqué, comment vous l'avez fait, ainsi de suite. Mais vous êtes allé au fond des choses, sur les outils, vous avez perdu énormément de temps. Et c'est ça en fait, quand on vous demande de présenter, c'est comme ça qu'il faut faire. J'en ai terminé. Je ne sais pas, vous voulez dire quelque chose ou bien... Non, c'est pas, c'est noté. Merci, professeur. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Prof. Omar. Donc, je vais passer la parole à professeur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, moi, rapidement, j'ai juste une question par rapport au protocole utilisé pour les services web. Alors, vous dites dans le document et au niveau de la présentation, vous dites que vous utilisez les services web de type REST, et REST HTTP. Bon, vous faites des microservices qui utilisent ces protocoles-là. Pourquoi avoir les protocoles de web services comme SOAP et WSDL? Et on sait que là-bas, ils sont plus sécurisés. Ne pensez-vous pas que ça détériore un peu la sécurité, même si ces autres protocoles sont toujours
Reste, je ne connais pas du tout. Moi, je voudrais savoir si est-ce que reste c'est sécurisé. Mais par rapport à ce que je dis sur le document, c'est juste du HTTP simple. Et oui, le choix, en fait, c'était basé sur les standards actuellement utilisés en interne. Au niveau de l'organisation, on est plus vers le protocole REST. C'est vrai que sur le plan sécurité, là, j'avais noté ça dans les différents défis. Il faut travailler sérieusement sur les aspects sécurité. Mais on a à peu près un mécanisme, effectivement, en interne au bureau où c'est pris en charge par d'autres services. Donc, on pense que de ce côté, ça va être renforcé. À mon avis, oui, parce que ces services HTTP-là, c'est tout ce que ça se base sur les transmissions d'URL. Donc, il faudrait faire attention à la sécurité. Ok, merci. Voilà, bon, merci beaucoup, M. Suleiman. Bon, moi, j'ai juste une toute petite question, hein, donc vous en avez parlé un petit peu. Donc, pourquoi vous avez choisi spécifiquement d'utiliser MySQL? Pourquoi pas Oracle quand même, hein? En fait, MySQL, parce que, en fait, comme je l'ai dit, la base initiale. Quand même, vous avez eu un cours sur Oracle avec le collègue Cyril. Oui, très robuste. Voilà, Oracle est quand même beaucoup plus robuste que les autres. Hein? Je suis entièrement d'accord. En fait, c'est comme je dis encore, pour rester le standard du bureau, en fait, pour le moment, les bases de données utilisées, c'était plus PostgreSQL, puisque c'est des applications qui sont développées par l'organisation en open source, donc pour pouvoir rester un peu dans des choses qui peuvent être facilement répliquées. Mais sinon, je suis entièrement d'accord. Oracle aurait été le meilleur choix, et là même dans le développement des différentes procédures stockées qui auraient facilité beaucoup de traitements et évité de perdre de temps, et surtout aussi en matière de sécurité. Mais c'est juste pour être con. Sinon, avec Spring Boot, il est facile de portage rapide vers Oracle. Voilà. Donc, en fait, est-ce que vous avez testé le nouveau logiciel obtenu par rapport au logiciel initial? Est-ce que vous avez testé les performances par rapport au logiciel initial? Est-ce que vous avez un gain quand même par rapport au logiciel Oui, initial? parce qu'après, oui, on avait fait un test, sauf que je n'ai pas accès à toutes les autres plateformes pour faire ce test. Mais sinon, un des défis, par exemple, c'est surtout la connectivité au système de gestion des SMS. On a un système interne qui s'appelle RapidPro, qui facilite, par exemple, les interactions SMS avec les acteurs. Donc, on avait vu qu'avec les API, c'est encore plus facile, contrairement à la méthode ancienne qu'on avait où il fallait développer un code entier pour pouvoir gérer les interactions SMS. Mais avec ce système, c'est un peu nettement plus rapide, même pas un peu. Et deuxième chose, on avait vu effectivement que, par exemple, l'intégration vers des services de reporting comme Power BI est nettement plus, en tout cas plus rapide aussi, parce que ça permettrait, vu que l'une des choses, c'est de disposer d'un système de reporting permanent en remise, donc on avait vu tous les avantages à ce niveau. D'accord. Ok, donc je vous remercie. Merci beaucoup. Donc on va passer à